Bonjour, je m'appelle Babacar Ndiaye, maître de conférence agrégé en économie et enseignant-chercheur à l'université Hassan Sek de Ziguinchor. Le cours que nous présentons à travers cette présentation est intitulé Politique économique en économie ouverte. Comme vous pouvez le constater, lorsqu'on parle de politique économique en économie ouverte, il s'agit d'abord d'essayer de comprendre quels sont les prérequis que les apprenants doivent d'abord avoir afin de pouvoir comprendre de manière beaucoup plus claire l'objectif du cours. Il s'agit tout d'abord de prendre en considération le modèle keynésien simplifié à travers lequel le rôle de l'État consiste à intervenir dans la sphère économique dans l'optique de mettre en évidence une politique économique. Vous avez certainement entendu parler de politique économique. Partout, on le met en avant, que ce soit dans les institutions financières internationales, dans les décisions de politique publique et dans les médias. Alors forcément, les visions sont parfois ambiguës du moment où ils ne partagent pas la même vision et la même compréhension de la définition exacte de la politique économique, ainsi que les outils utilisés pour la mettre en œuvre. Finalement, qu'est-ce que la politique économique dans une économie ouverte? L'ambition de ce cours est de répondre à cette question. Pour cela, j'ai réuni autour de moi une équipe qualifiée dans le domaine de la formation à distance et plus particulièrement dans la mise en œuvre des cours en ligne ouverts et massifs. L'une des principales motivations de ce cours de politique économique est d'abord d'analyser la situation économique mondiale, ensuite de formaliser l'impact des décisions d'une politique économique vis-à-vis des partenaires et de proposer des solutions d'aide à la prise de décision en matière de relance selon le degré d'ouverture de la nation considérée par rapport au reste du monde considéré comme étant les partenaires à l'échange. Pour cela, ce cours se propose un enseignement approfondi des mécanismes économiques de transmission, de politique de relance. Lorsqu'on parle de politique de relance, il s'agit de mettre en œuvre une politique permettant de passer d'une situation de récession, par exemple, à une situation de croissance. Croissance interne et puis externe. Par croissance interne, nous entendons un niveau de chômage faible, un niveau d'inflation faible, mais aussi une croissance du point de vue de la compétitivité internationale. Relance de la croissance, effectivement, du point de vue externe, dans la mesure où il appartient à l'État de mettre en place une politique économique permettant d'équilibrer la balance des paiements. Nous verrons par la suite quels sont les différents composants de la balance des paiements. Ce cours permet également d'acquérir des mécanismes sur les problématiques de recherche propres à différents champs d'analyse visés afin d'atteindre une croissance durable et une compétitivité internationale. En effet, la croissance des mécanismes de politique économique est utile pour une bonne prise de décision, que cette décision soit d'ailleurs individuelle ou collective. L'objectif de ce cours est donc de permettre à l'action publique d'être orientée de façon cohérente dans la conduite des affaires économiques nationales. Pour cela, nous résumons ici quelques-uns de ces objectifs permettant d'élaborer une politique efficace en vue de la conjoncture économique nationale, mais surtout mondiale. On peut juste jeter un petit coup d'œil sur le bilan de l'économie mondiale en termes de croissance, en faisant la distinction entre les pays avancés et les pays émergents et en voie de développement. Et là, nous constatons que entre 2006 et 2007, la croissance mondiale, n'est-ce pas, a stagné, mais a connu une croissance qui tournait autour de 5%. Cependant, en 2008, certainement, suite à la crise des subprimes et ainsi à la crise économique et financière, nous voyons une croissance qui a baissé. Et cette baisse s'est confirmée entre 2008 et 2009, où la croissance mondiale était en récession.
Cela veut dire que lorsqu'on est dans une économie ouverte par rapport au reste du monde, les différents types de politiques économiques mis en évidence peuvent avoir des répercussions à la fois sur la nation qui applique cette politique, mais aussi sur les partenaires à l'échange. D'où la prise en compte des différentes interactions qui existent entre les nations. Signalons que ce tableau est issu des données du FMI et de la Banque mondiale de l'année 2011. Nous pouvons aussi, dans le cas du Sénégal par exemple, mesurer le solde de la balance des paiements entre 2009 et des prévisions jusqu'en 2017. Ici, à travers ce tableau, nous constatons que la balance des paiements est composée de la balance des biens, de la balance des transferts courants, de la balance des transactions courantes, n'est-ce pas, ainsi que de la balance des capitaux. Le solde global permet exactement de mesurer le niveau de la balance des paiements qui est composé à la fois de la balance des transactions courantes et de la balance des capitaux. Il faut noter qu'à ce niveau, lorsqu'une des balances est déficitaire, alors il faut nécessairement un excédent de l'autre balance pour pouvoir rééquilibrer la balance des paiements. Donc ce tableau est tiré des sources de la direction de la prévision et des études économiques. Maintenant, pour bien comprendre le cadre comptable d'une économie ouverte, il est nécessaire de voir les différents composants du point de vue macroéconomique, mais aussi de voir quelles sont les interactions qui existent entre l'économie et le reste du monde. Ici, l'équilibre macroéconomique est d'abord défini comme une relation entre les différentes variables du modèle. Par exemple, Y ici, la première équation permet de mettre en évidence le revenu national, les importations, le niveau de consommation, le niveau d'investissement, le niveau de dépenses publiques et le niveau d'exportation. Donc là, nous constatons que cette équation-là permet de mettre en évidence l'équilibre macroéconomique entre la nation et le reste du monde. Mais cela concerne uniquement le marché des biens et des services. Et là, au niveau de la deuxième équation, nous avons les différents composants de la balance des paiements, qu'on appelle BP. Ici, la balance des paiements est composée de la balance des transactions courantes, qu'on appelle BTC, et de la balance des capitaux, qu'on appelle BCA. Et par rapport à ces deux balances, ici ajoute la variation des réserves de devises, qu'on appelle delta RC. Il faut noter qu'à l'équilibre, le niveau de la balance des paiements est toujours nul. Alors, maintenant, quels sont les composants de la balance des transactions courantes? Ici, il faut noter que la balance des transactions courantes est composée des exportations moins les importations. Toutefois, il faut constater que le niveau d'exportation dépend exactement du niveau de taux de change réel, que l'on va définir plus tard, et du niveau de revenu étranger, alors que les importations dépendent aussi du niveau de taux de change réel, mais aussi du niveau de revenu national, Y, que l'on avait explicité lors de la première équation. Maintenant, s'agissant de la balance des capitaux, il s'agit effectivement du différentiel d'inflation entre la nation et le reste du monde en termes d'anticipation, mais aussi du différence de taux d'intérêt entre I, le taux d'intérêt national, et I étoile, le taux d'intérêt étranger. Il faut signaler qu'à ce niveau, en termes de mouvement des capitaux, les investisseurs sont naturellement à la recherche de la meilleure rémunération en termes de placement. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'une banque centrale indépendante crée de la monnaie, nous savons que de manière classique, la quantité de monnaie suit une évolution décroissante par rapport au taux d'intérêt national. Donc, plus il y a création monétaire, plus le niveau de l'intérêt est bas. Dans ce cas, lorsque le I national est inférieur à I étranger, I étoile, dans ce cas, effectivement, les mouvements de capitaux vont se déplacer de la nation vers l'extérieur et inversement lorsque le niveau de taux d'intérêt
national est supérieur au taux d'intérêt étranger. Cela veut dire que, de manière beaucoup plus explicite, la balance des transactions courantes met en évidence les gains de compétitivité dans la mesure où elle est composée à la fois des exportations et des importations, alors que la balance des capitaux met en évidence les déplacements de capitaux par rapport au différentiel de taux d'intérêt entre I national et I étranger. Donc ici, nous voyons à travers ce tableau les différents composants de la balance des paiements. Donc ici, nous avons la balance commerciale et la balance des invisibles, composées effectivement des services, qui forment la balance des transactions courantes, c'est-à-dire les exportations moins les importations. Et lorsqu'on ajoute à cette balance la balance des capitaux, nous avons effectivement la balance des paiements. Donc ce tableau permet de mettre en évidence les interactions, n'est-ce pas, qui peuvent exister entre le choix d'une politique de relance d'une nation par rapport au reste du monde. Maintenant, on peut aussi voir par rapport au cadre comptable, n'est-ce pas, d'une économie, quelle est la distinction que l'on peut mettre en évidence en termes de taux de change et les différents types d'agents qui interviennent sur le marché. Tout d'abord, le taux de change. Le taux de change est ici défini comme étant un taux de change nominal qui dépend de l'offre et de la demande de monnaie. Cela veut dire que plus une monnaie est demandée, plus il prend de la valeur, et dans ce cas, on dira que cette monnaie s'apprécie, et inversement lorsque cette monnaie n'est pas demandée. Cela veut dire qu'ici, nous définissons le taux de change comme étant la valeur d'une monnaie nationale par rapport à une monnaie étrangère. Après, il faudra tenter de comprendre est-ce qu'on est dans un système de change fixe ou flexible, et aussi est-ce que le taux de change est exprimé au certain et à l'incertain. Mais nous reviendrons plus tard dans ces détails-là. On peut aussi se poser la question de savoir quels sont les agents qui interviennent sur le marché d'échange. Pour cela, nous pouvons faire la distinction entre trois types d'agents économiques ou bien trois groupes d'agents économiques. Nous avons d'abord en amont du marché les entreprises, les gestionnaires de fonds et les particuliers, n'est-ce pas, qui formulent une demande de monnaie ou de devise étrangère. Nous avons au milieu les autorités monétaires constituées par la Banque centrale. Ici, il faut noter que le rôle de la Banque centrale consiste à intervenir sur le marché d'échange dans l'optique d'atténuer les fluctuations d'une monnaie par rapport à une autre. Enfin, nous avons les banques et les courtiers, n'est-ce pas, qui vont jouer le rôle d'intermédiaire entre les autorités monétaires et les entreprises et les gestionnaires de fonds. Par rapport à cela, on peut s'appuyer aussi sur le système de cotation, comme on le disait tantôt, en essayant de voir quel est le type de cotation qui est pris en considération et comment le taux de change peut permettre de mesurer la compétitivité d'une nation. D'abord, par rapport à la cotation, on peut faire la distinction entre la cotation au certain et la cotation à l'incertain. La cotation à l'incertain, par définition, permet de mesurer la quantité monétaire nationale nécessaire pour avoir une unité de monnaie étrangère. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'on est dans la zone CFA, on peut avoir 1 euro est égal approximativement à 655 francs CFA. Et inversement, lorsqu'on est dans le cas du système de change au certain. Maintenant, comment et à quoi sert le taux de change? Ici, il faudrait faire la distinction entre le taux de change nominal et le taux de change réel. Ce que nous avons défini en amont constitue exactement le taux de change nominal. Maintenant, lorsqu'il s'agit du taux de change réel, là, il faudra prendre en considération le différentiel d'inflation entre la nation et le reste du monde. C'est la raison pour laquelle, dans cette équation-là, nous considérons P étoile comme étant le prix des biens à l'étranger et P, le prix des biens au niveau de la nation. Donc, le taux de change réel est égal au taux de change nominal multiplié par le prix des biens à l'étranger sur le prix des biens nationaux.
Cela veut dire qu'en termes de compétitivité, plus le taux de change augmente, cela veut dire que la monnaie se déprécie, alors plus il y a une compétitivité au niveau de la nation. Toutes choses égales par ailleurs, cela veut dire que P étoile et P sont fixes. De même, lorsque le niveau des prix à l'étranger, P étoile, augmente, toutes choses égales par ailleurs, alors les prix des produits nationaux, n'est-ce pas, vont connaître une compétitivité. Et cela permet aussi de mettre en évidence le système de change dans lequel on se situe. Et à ce propos, on peut faire la distinction entre les deux systèmes de change les plus connus, à savoir le change fixe et le change flexible. Lorsque le change est fixe, la Banque centrale intervient sur le marché des changes pour atténuer les fluctuations, mais aussi pour créer de la monnaie en vue de rééquilibrer la balance des paiements. Alors que lorsque le change est flexible, dans ce cas, en situation de déséquilibre, le retour à l'équilibre se fait de manière automatique et instantanée selon qu'il y ait une appréciation ou une dépréciation du taux de change. Et par rapport à cela, on peut aussi mettre en évidence le fait que la monnaie ou bien le taux de change permet de déterminer le prix relatif, soit entre deux monnaies, c'est ce qu'on appelle la parité du pouvoir d'achat PTI, ou bien soit entre deux biens, c'est-à-dire la parité du pouvoir d'achat. À travers ce tableau, nous pouvons nettement comprendre que selon la situation dans laquelle une nation se trouve, le fait de dévaluer peut avoir une conséquence positive au niveau de l'économie. Et à travers cette présentation, nous constatons nettement que une dévaluation permet d'augmenter le taux de change et par conséquent de relancer les exportations. Après maintenant, il faudra voir la situation économique mondiale dans laquelle la nation concernée se trouve avant de pratiquer une dévaluation. Et inversement, une évaluation de la monnaie consistant à apprécier ou bien à faire apprécier la monnaie, donc à faire diminuer le taux de change, peut effectivement faire diminuer les importations. Espérons que cette présentation permet de donner une vue d'ensemble des politiques qu'un État peut pratiquer par rapport au reste du monde. Nous espérons, à travers nos prochaines présentations, revenir dans de plus amples détails sur les notions à comprendre, sur les politiques à pratiquer et sur les répercussions que ces politiques peuvent avoir au niveau interne, mais aussi au niveau international. Nous vous remercions de votre attention.